Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de ce journal. Le torchon brûle entre le syndicat des agents du ministère de la fonction publique et la tutelle pour cause l'amélioration de conditions de travail. L'Union nationale en opération de charme à Port-Gentil, capitale économique du Gabon. La présidente de cette formation politique, Paulette Missambo, est allée expliquer aux populations locales les biens fondés de ses ambitions politiques pour 2023. Enfin, à l'étranger, au Cameroun, le monde des médias en deuil. Martinez Zogo, journaliste et directeur de Amplitude FM, retrouvé mort hier à son domicile. Une enquête a été diligentée par les autorités camerounaises pour faire la lumière, toute la lumière, sur ces crimes crapuleux. Front social, en ouverture de cette édition d'information, la réappropriation de la bibliothèque universitaire, le non-paiement de la bourse et le problème d'accès à Internet, de points au centre de revendication des étudiants de l'université Omar Bongo qui se sont mobilisés ce matin, barricadant l'entrée principale. Ruth Matsanga était constatée. Regardons. Les étudiants de l'université Omar Bongo ont tenu à exprimer leur désarroi par rapport aux multiples difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Une situation qui ne leur permet pas toujours de connaître la réussite dans leur parcours académique. Nous sommes rassemblés ce matin essentiellement autour de 4 points. Le premier point oscille autour de la publication de l'arrêté devant gommer les manquements contenus dans le décret 148. Ensuite, le second point porte sur la réouverture du campus. Vous êtes sans ignorer que depuis 2014, le campus a été déguerpi pour des raisons de réhabilitation des réfections. Les travaux étant achevés, malheureusement, les principaux occupants qui sont les étudiants n'ont jamais regagné les locaux de ces infrastructures-là mis à nos dispositions pour nous permettre de meilleures conditions d'apprentissage. Au-delà d'un quotidien peu orthodoxe, les apprenants de la première université du Gabon ne comprennent pas la création d'une université numérique au sein de leur institution. Nous revendiquons la réappropriation de la bibliothèque universitaire. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, la bibliothèque des étudiants de l'université accueille actuellement l'université numérique, ce qui est un peu dommage avec tous les bâtiments qui regorgent notre pays. Pourquoi venir sacrifier une bibliothèque et pas le moindre, la bibliothèque de la plus grande université du Gabon, pour la transformer en université numérique? Que vont devenir ces ouvrages et que vont devenir les étudiants qui fréquentaient ces lieux-là? Les étudiants grévistes exigent l'accès à Internet, un élément indispensable pour leur apprentissage. Nous exigeons la couverture de l'Internet. Nous sommes à l'aube du numérique, à l'aube du 21e siècle. C'est inadmissible que la plus grande université du Gabon ne soit pas couverte par le Wi-Fi, par l'Internet. À titre de rappel, l'UOB a été créée pour mettre fin à la dépendance du Gabon à l'égard des universités régionales et françaises. Aujourd'hui, l'état de lieu n'est pas réduisant 50 ans après, malgré les états généraux organisés au sein de cette entité. Même son de cloche au ministère de l'Emploi, de la fonction publique et du travail. De ce côté, les agents revendiquent le reclassement automatique et l'amélioration de conditions de travail. Herman Malaga était sur les lieux. Les agents du ministère de l'Emploi et du Travail ont lancé un mouvement de grève depuis le 28 décembre 2022. Le secrétaire général du syndicat des agents de l'administration du travail, en abrégé SAT, revient sur les principales revendications, objet de ce mouvement de grève. Nous sommes actuellement en grève suite à la non-satisfaction de nos revendications qui portent sur les avancées de salaire, c'est-à-dire nos primes de rendement, qui portent sur les conditions de travail qui sont indécentes, qui portent sur la dignité au travail et qui portent aussi sur les avancées de carrière. C'est-à-dire que beaucoup d'agents de notre administration n'ont pas vu leur classement établi à peu plus de 7 à 10 ans d'exercice, y compris les avancements liés à l'ancienneté. Malheureusement, jusqu'à ce jour, rien.
Le Gabon est un pays de droit. Les dispositions légales en matière de grève en République gabonaise applicables en la matière ont été bel et bien respectées, selon les propos du secrétaire général du SAT. S'agissant de la procédure de la grève, nous avons observé les dispositions de la loi numéro 18/92 relative à l'organisation et à l'exercice du droit de grève dans l'administration publique. Le préavis, nous l'avons exécuté. Malheureusement, aucune négociation n'a été entamée ni lors du dépôt du préavis de grève, ni pendant le préavis de grève. Et constatant que l'administration du travail continue à violer les dispositions légales et réglementaires, eh bien, nous avons donc décidé de rentrer en grève à partir du 28 décembre 2022. Et jusqu'à ce jour, aucune négociation n'a été entamée par l'administration de tutelle. À ce jour, il faut relever le silence des autorités de tutelle et des plus hautes autorités de l'État ayant été saisies du dossier, mais rester insensible face à ce cri de détresse des agents de l'administration de l'emploi et du travail. Ça fait déjà plus d'un mois que nous sommes en grève sans qu'aucune négociation n'ait été entamée ni enclenchée par l'autorité de tutelle. Alors que les revendications que nous avons formulées relèvent pure et simplement de l'application de la loi et les textes réglementaires qui sont subséquents. Et en conséquence, nous constatons avec regret que nos autorités sont filles de la loi et malheureusement nous faisons fort bien de leur rappeler qu'ils sont tenus à l'obligation de respect des dispositions légales et réglementaires en République gabonaise. Un service minimum est assuré dans les différentes directions du ministère de l'Emploi et du Travail, en attendant l'ouverture des négociations avec la tutelle. À la Caisse nationale de sécurité sociale, la tension était tout aussi palpable. Ce matin, les agents se sont retrouvés au cours d'une assemblée générale pour dénoncer le non-paiement du 13e mois et la gestion de l'actuelle administration. Le point dans ce reportage d'Alexandre Bamdo. On serre, on avance, on pousse, on serre, on avance. La situation est loin de se calmer à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est ce qui se dégage de l'Assemblée générale convoquée par la coalition des syndicats de la CNSS. Opportunité pour son porte-parole de fustiger l'attitude de la nouvelle direction quant au paiement du 13e mois des agents. Nous étions tombés d'accord après un ensemble de précédents, nous étions tombés d'accord sur un protocole de conciliation où il était question qu'on nous paye par rapport au 13e mois un forfait à la fin de l'année de décembre pour nous permettre de passer les fêtes et que le reliquat devait être payé après. Malheureusement, nous sommes surpris qu'en arrivant à l'échéance, l'administration provisoire n'a pas payé le 13e mois comme il a été convenu, signé, acté, arbitré par un inspecteur du travail, notamment le directeur commercial du travail. Selon l'entité syndicale, l'actuel directeur général provisoire use de stratagèmes pour faire fléchir le mouvement de grève au lieu de trouver un modus operandi pour ramener la sérénité au sein de l'institution. Alors, à l'analyse de la situation, au regard de tout ce qui se fait en ce moment, notamment le retour à un comportement empirique que la CNSS a passé 15 ans à corriger, notamment les paiements manuels, tel que ça se fait. On a externalisé les paiements en violation des dispositions des normes parce que c'est un risque de non-conformité qui est évident. Quand on fait les paiements à l'extérieur, tout le dispositif de la Caisse nationale de sécurité sociale qui permet de préparer les paiements, notamment de vérifier si les pensions sont payées aux vrais bénéficiaires et non à des doublons, à des décédés ou à des faux retraités, n'est plus possible puisque le paiement est délocalisé vers un tiers. Une situation qui risque de pénaliser la Caisse nationale de sécurité sociale. Parce que la conséquence de ça après, il y aura un véritable chaos. Le chaos, c'est quoi? C'est que, en ce qui concerne les réclamations, on aura du mal à corriger ça. Parce que les homonymes, par exemple, ceux qui ont le même nom dans la base, il y en a plusieurs comme ça, qui ont le même nom, le même prénom. Au niveau de la CNSS, nous avons des identifications qui permettent de distinguer le bon nom parmi les homonymes. Au soir de cette assemblée générale, il a été décidé unanimement de mettre un terme au service minimum en vue d'amener la tutelle à prendre ses responsabilités. Quatrième semaine du mouvement de grève de la coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale au centre de revendication. La question du non-paiement du 13e mois, la gestion de l'administration actuelle de cette entité. Pour parler de cette actualité avec plus ample détail, nous recevons sur ce plateau Jocelyn Luingoma, porte-parole de la coalition des syndicats de la CNSS. Jocelyn Luingoma, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci.
Alors, d'entrée de jeu, est-ce que on peut dire que l'heure est à la sérénité au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale? Bien, mais au début d'une 4e semaine de grève, on ne peut pas dire que l'heure est à la sérénité. Et cet acharnement, parce que ça ressemble à un acharnement, nous étonne un peu, parce que quand le chef de l'État avait convoqué les différents directeurs généraux des OPS, notamment la CNAMGES et la CNSS, le chef de l'État avait dit qu'il ne voulait pas entendre du bruit. On est surpris que cet acharnement ne vaut que pour la CNSS, alors que la CNAMGES était également dans le lot. Bref, qu'à cela ne tienne, des précédents ont fait que nous soyons obligés de monter au chrono quand il s'agit du 13e mois. Donc il y a des précédents qui se sont produits. En tant que républicains, nous avons pensé qu'effectivement c'était... Parlons de ces précédents. C'est quoi ces précédents, en dehors de cette question du 13e mois qui fait aujourd'hui un peu couler beaucoup d'encre de salive? Par exemple, il nous est tombé comme un couperet sur la tête la modification du calcul de nos congés. On s'est vu notre paye de départ en congé divisé par 2 sans qu'on comprenne pourquoi est-ce que ça a été divisé par 2. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais compris quelles sont les formules qui ont été adoptées pour faire ce calcul. Donc, on s'est tu en pensant que c'était une affaire d'économie. Ensuite, plusieurs autres éléments sont arrivés, notamment au niveau des avances conventionnelles. Nous avons des avantages qui sont conventionnés, auxquels nous avons droit, qui ont été supprimés. Alors, quand le 13e mois et la prime d'électricité sont arrivés en sus, on a dit, bon là, on pense qu'il y a un problème, parce que quand il y a des problèmes de restructuration d'une entreprise, on commence pas par les salaires. Je ne pense pas que dans le cas de la CNSS, les salaires soient la charge la plus élevée de la CNSS, quand on sait le niveau de la fraude au niveau de chez nous, et on est surpris qu'on n'en parle jamais, parce que nous, on a posé la question de savoir qu'est-ce que la fraude coûtait à la CNSS, parce que c'est également une charge. Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que les salaires sont la première réforme de la CNSS, je ne pense pas. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, il existerait des fraudes au sein, justement, de votre administration aujourd'hui? Mais c'est monnaie courante. Vous avez vu récemment, on a présenté dans le journal L'Union, un collaborateur qui est placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Donc, c'était à cause des fraudes. Maintenant, ces fraudes-là, nous, on pense qu'on peut, à travers les fraudes, retrouver énormément d'argent. Donc, au lieu de se plonger sur les salaires, moi, j'ai l'habitude de dire que se plonger sur les salaires, c'était un raccourci pour gestionnaire paresseux, parce qu'il fallait d'abord analyser l'ensemble de tous les postes de charge pour conclure qu'on ne peut plus rien faire d'autre à part baisser les salaires. Mais rien n'a été proposé en termes de réduction de charges, notamment au niveau des autres charges. Donc, on ne peut pas comprendre qu'on s'attaque directement au salaire sans qu'on ait évoqué toutes les questions qui concernent les charges d'entreprise. Vous avez quand même eu des négociations avec la tutelle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, vous ne soyez pas, d'une certaine manière, bien écouté, bien entendu? Quelles sont les propositions que vous avez eu à faire lors des négociations avec l'administration provisoire? Bien, c'est ça le plus étonnant, parce que nous sommes arrivés à une conclusion, notamment celle d'accepter un compromis contre la volonté des travailleurs. Et ce compromis, c'était en fait, on nous avait demandé, le ministre nous avait demandé de faire des propositions de scénario afin qu'on trouve une solution à ce problème. Quelles ont été ces propositions? Nous avons fait une proposition conjointement avec l'administration provisoire. Il était question, étant entendu que les agents d'exécution avaient déjà été payés, il était question que l'on solde les agents de maîtrise à 100%, les cadres à 70% et les 30% pour la suite, et les hauts cadres à 50% et les autres 50% pour la suite. Et le ministre, quand cette entente qui avait été passée entre l'administration provisoire et nous, il nous a proposé en contrepartie un forfait qu'on a dû accepter à contre-cœur, mais nous sommes allés du principe qu'un tien valait mieux que deux tu l'auras. Et donc nous avons accepté ce forfait que nous avons imposé aux travailleurs en leur expliquant qu'il valait mieux prendre d'abord ce forfait et ensuite on reviendrait pour la suite. Et ça a été acté. Monsieur Jocelyn Lingeman, c'était quoi le forfait? Le forfait, c'était quoi? Un forfait de 350 000 pour un groupe de travailleurs, notamment les agents les cadres, les hauts cadres, et 375 000, je pense, pour les agents de maîtrise. Voilà. Et cet accord a été conclu sur la base d'un procès verbal de conciliation, acté par toutes les parties, paraphé par le directeur provincial du travail et déposé au greffe du tribunal de première instance pour faire un document juridique. Et au moment d'attendre le paiement, on a été surpris que cet accord n'a jamais été respecté, d'où la levée de la suspension de la grève pour le mouvement que nous sommes en train de faire actuellement. Et pourquoi pour un simple salaire, je vais parler du 13e mois, vous n'avez toujours pas été réglé? Qu'est-ce qui fait blocage à ce niveau?
Bien, la question est à poser plutôt à l'administration provisoire parce que je pense, avec tout ce qui est en train d'être fait actuellement pour contourner le mouvement de grève en violation des dispositions de l'article 381, parce que la loi interdit à l'employeur de boycotter la grève, de contourner la grève pour résoudre ces problèmes. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, notamment l'externalisation des paiements, etc., à travers des tiers, ça engage des frais financiers parce que ceux qui font les paiements ne le font pas gratuitement. Mais je pense que tout ce qui a été engagé entre le soudoiement des travailleurs pour leur faire travailler aux heures indues, à des heures indues en leur payant des perdièmes, je pense que tout cet argent qui a été dépensé, on aurait réglé le problème des 350 000. À la limite, tout le 13e mois. Donc on préfère dépenser de l'argent pour aller faire des paiements à l'extérieur en contournant la grève. La question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir, finalement, est-ce que cette grève, finalement, ne sert pas d'autres intérêts? Est-ce que vous-même, les syndicalistes, vous n'êtes pas en partie responsable, je vais dire, un peu de cette affaire qui tend un peu à devenir latente, dans la mesure où, malgré le fait que vous tapez du poing sur la table, les choses ne semblent toujours pas vraiment bouger? C'est ce que je vous dis, nous avons entrepris nos démarches, la loi nous l'autorise. C'est-à-dire quand le dialogue est rompu au premier niveau, c'est-à-dire entre partenaires sociaux, on sollicite ce qu'on appelle un médiateur. Et la médiation, nous l'avons sollicité puisque le dialogue est rompu. Depuis que nous nous sommes séparés de chez le ministre de tutelle, l'administration provisoire n'a jamais daigné nous appeler pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé chez le ministre et la direction générale pour qu'on ne paye plus, ce qu'on avait conclu. Donc nous avons traversé ce débat, nous avons donc sollicité de nouvelles autorités. On a écrit aux institutions de la République, nous avons été agréablement surpris aujourd'hui de recevoir une réponse du président, la présidente du Sénat, qui a dit sa préoccupation et qui a apprécié les éléments d'appréciation que nous avons mis à sa disposition. Elle nous a dit sa volonté de vouloir une issue favorable à cette crise, Donc nous en sommes là et également la médiation du Premier ministre que nous avons sollicité. Donc nous attendons parce qu'apparemment au niveau de l'administration provisoire, le dialogue est définitivement rompu. Alors, en ce qui concerne certaines presses, vous serez le faiseur de roi. Je veux parler de la coalition des syndicalistes. Lorsque vous n'êtes pas d'accord généralement avec les nouveaux entrants, sinon les nouveaux dirigeants, parfois vous usez de moyens, je vais dire un peu de moyens de grève pour pouvoir justement destituer des personnes qui ont été nommées au niveau de votre administration. Est-ce que c'est véritablement le cas? Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Pour ceux qui suivent l'histoire de la CNSS, c'est la première fois qu'il y a une grève de cette nature, du moins depuis que les hôpitaux ont quitté la CNSS. Il n'y a jamais eu de grève de cette nature. Donc on ne peut pas penser que les directeurs généraux partent à la suite de grève. Je ne crois pas que ce soit, je ne pense pas. Je pense que c'est une distraction. Notre revendication, elle est fondée. La grève, elle est faite dans les règles de l'art. On observe un service minimum dans les règles de l'art, même si l'administration provisoire perturbe nos grèves, enlève les tentes, enlève les chaises pour nous empêcher de tenir les piquets de grève. Donc je ne pense pas que les grèves soient un mobile pour faire partie les directeurs généraux de la CNSS. Je ne pense pas. Alors, est-ce que vous mesurez d'une certaine manière, je vais dire, les conséquences un peu de ce mouvement que vous avez entamé depuis il y a 4 semaines déjà, les conséquences sur le terrain? Bien, mais les conséquences sur le terrain sont partagées parce que le mouvement de grève est là pour objectif de réduire l'activité de l'entreprise pour amener la partie adverse à la négociation. Mais moi, je pense que quand nous sommes ouverts à la négociation, mais l'administration provisoire n'est pas ouverte à la négociation, donc la responsabilité lui incombe. Récemment, il nous a conviés à une réunion pour mettre en place une commission du dialogue social permanent. Nous y étions, il n'était pas là. Ça voudrait simplement dire que, est-ce qu'il a vraiment réellement envie de discuter? Nous avons pensé il avait pensé sûrement que nous ne viendrons pas à cette rencontre pour nous faire porter le chapeau du pourrissement de la grève. Nous sommes allés pour lui montrer que nous sommes démocrates, nous sommes légalistes. Nous sommes venus écouter ce qu'il avait à nous dire, notamment les travaux de lancement de cette commission du dialogue social permanent. Malheureusement, il a brillé par son absence, donc cette réunion a couché d'une souris. Alors, vous avez été interpellé par le procureur. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce sujet? Est-ce que votre grève, d'une certaine manière, est faite d'une manière illégale? Bien, d'abord, ces convocations au tribunal n'ont rien à voir avec la grève. C'est un camarade qui a estimé qu'il ne fait plus l'unanimité des travailleurs parce que nous avons aujourd'hui la légitimité. Plus de 1500 salariés ont signé une pétition pour nous donner mandat pour parler en leur nom. Alors ce syndicaliste qui avait bradé nos intérêts, parce que c'est lui qui avait, avec l'administrateur provisoire, conclu de suppléer nos intérêts. Et donc ça s'est issu que tout le monde s'est levé, une pétition a été signée. Alors ce monsieur, nous avons un forum où il y a plus de 1000 agents qui sont dans le forum et il estime qu'en tant qu'administrateur, nous sommes 10.
Et nous, les 3 leaders, il estime que nous sommes responsables des postes qui sont postés par les membres de ce forum, alors qu'on a une charte qui dit que chacun est responsable des actes qu'il pose. Et sur le plan de la loi, la responsabilité pénale et civile, elle est individuelle. Donc le procureur l'a simplement renvoyé dans ses corps en lui disant c'était à lui de rattraper celui qui lui avait transféré cette vidéo afin qu'il lui dise qui était le responsable de l'atteinte à son image, comme il le dit. Mais en tant que personnalité publique, je pense qu'il n'y a pas atteinte à l'image. Dès qu'on a décidé d'être une personnalité publique, on assume un certain nombre de faits. Donc c'est ces convocations qu'on a trouvées suspectes parce qu'elles nous ont été remises par le directeur des affaires juridiques. Alors une affaire qui est privée, comment est-ce que le directeur des affaires juridiques nous remet les convocations alors que c'était à lui de nous les remettre à main propre? On a compris en réalité que c'était une supercherie pour nous éloigner du piquet de grève, pour nous retenir pendant toute une journée au tribunal, en fait, pour nous éloigner du piquet de grève afin d'affaiblir le mouvement de grève. Alors, Jocelyn Lungoma, l'horizon semble ne pas toujours dégagé, malgré les 4 semaines de ce moyen de pression que vous avez mis en place. Quelle est la prochaine étape pour finalement désamorcer la crise? Mais nous pensons que l'horizon pour nous se dégage. Nous pensons que si la première chambre, la chambre du Parlement, notamment le Sénat, à travers sa présidente, répond à notre préoccupation, nous pensons que c'est un début de solution, puisque elle-même, elle fait allusion à une issue favorable à travers un dialogue social. Nous pensons qu'également. C'est suffisant pour. Mais c'est suffisant, c'est quand même la plus haute autorité, c'est l'une des plus hautes autorités de l'État, et le Premier ministre également, à qui nous avons sollicité la médiation et une demande d'audience. Nous pensons que ces 2 éléments sont suffisants pour nous rassurer qu'un avenir meilleur se dessine. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour rassurer justement les différents agents et peut-être aussi par rapport à tout ce que vous êtes en train de traverser au quotidien? Bien, moi je voudrais simplement rassurer non seulement d'abord nos usagers, parce que nous sommes également des usagers, surtout nos retraités, que c'est une situation qui nous gêne tous. Et moi je voudrais rendre responsable l'administration provisoire, parce que simplement, si l'administration provisoire avait à cœur l'intérêt des retraités, elle aurait dû payer cette avance, ce 13e mois, qui à mon avis n'est pas de l'eau à boire, n'est pas la mer à boire à mon avis. Je pense que on aurait pu régler cette question si c'était le souci de tout le monde. Donc je voudrais rassurer les retraités en premier lieu, parce que nous-mêmes nous sommes également des futurs retraités, et également les travailleurs, que nous œuvrons pour ce qui nous concerne, pour que ce conflit s'arrête, parce qu'à un moment donné, ça n'a que trop duré. Je pense qu'avec la correspondance que nous avons reçue, et les autres initiatives que nous avons prises, je suis convaincu que les responsables gabonais font du dialogue social. Je pense qu'une issue favorable sera trouvée d'ici très rapidement à cette crise qui n'a que trop duré. Voilà, Jocelyn Lungoma, merci d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle que vous êtes le porte-parole de la coalition, l'un des porte-parole de la coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Lancement ce matin au centre d'appui de pêche artisanale de Libreville du programme de formation des entrepreneurs spécialisés dans la transformation de produits de pêche, une initiative du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Je vous propose de suivre un extrait de Pascal Wani-Ambouret, ministre de ce département ministériel. La recherche du plein emploi, telle que théorisée par une diversité de courants idéologiques, suppose plusieurs facteurs, comme nous le rappelle l'économiste John Maynard Keynes, pour qui le plein emploi est l'absence de chômage involontaire, c'est-à-dire un chômage qui trouve son origine dans l'insuffisance de la demande de biens. En ligne avec cette philosophie économiste et humaniste, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a toujours affirmé que les Gabonais sont son objectif de plein emploi comme une absolue priorité. Aussi, dans son discours à la Nation du 16 août 2022, fortement porté sur le plan d'accélération de la transformation et son programme de politique sociale, le chef de l'État a-t-il indiqué, je cite, « J'ai également demandé au gouvernement de réfléchir à un dispositif qui permettra aux Gabonaises et aux Gabonais, méritants et volontaires, de devenir indépendants financièrement et de s'épanouir pleinement. » À terme, ce dispositif multisectoriel doit favoriser la création de 100 000 auto-emplois, selon l'ambition du président de la République de faire émerger une véritable classe moyenne d'entrepreneurs dont le secteur pêche n'est pas en reste, car susceptible de stimuler l'employabilité au regard de notre domaine maritime riche en ressources halieutiques. Dans cette perspective,
le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime a mis en place un plan d'urgence d'accélération de la transformation du secteur pêche en 5 axes d'orientation majeurs. Activité politique, Paulette Missambo a communié ce week-end écoulé avec les militants de l'Union nationale à Port-Gentil, capitale économique du Gabon. L'installation de cellules de base, la remobilisation de troupes en vue des échéances électorales à venir ont ponctué ce premier séjour migovéen du bureau qu'elle préside. Estelle Amvan. Moment inédit pour les militants de l'Union nationale de la province de l'Ogooué-Maritime qui recevaient pour la première fois la nouvelle présidente de leur parti. Une visite plus que rassurante à quelques mois des futures échéances électorales. Madame la Présidente, votre présence à nos côtés ce jour marque une nouvelle étape dans le combat que nous menons pour changer le visage de notre belle cité qui tombe en ruine par la faute d'un groupe de personnes qui s'est accaparé de tous les rouages d'une ville jadis dynamique et active. Pour une mobilisation massive dans la province, des cellules de base ont été installées. Au nom de la présidente de l'Union nationale, conformément aux statuts et règlements et de notre parti, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe aux prestigieuses fonctions de représentant provincial de l'Union nationale pour le compte de l'Ogooué-Maritime. Après un message de vœux à l'endroit des militants et un diagnostic sombre de l'état de la capitale économique, la présidente a fixé le cap des actions à mener. À l'Union nationale, nous sommes des femmes et des hommes de devoir et de conviction. Nous avons à cœur de rendre à notre pays un peu de ce qu'il nous a donné. Nous sommes engagés pour les générations présentes et futures pour que plus jamais une élection ne se solde par une effusion de sang comme en 2016. Sursaut patriotique, loyauté, abnégation, unité, sincérité sont les maîtres mots transmis par Paulette Missambo pour parvenir à une alternance à la tête du Gabon. 7e art, quelle stratégie pour faire face au manque de salles de cinéma au Gabon? Dans notre édition d'information de la mi-journée, Roland Djakou recevait comme invité Patrick Bouémé, acteur, réalisateur et producteur, mais également Michel Svenk, actrice et coordinatrice générale des studios Montparnasse, autour du 7e art gabonais. Regardez cet extrait. Nous, on a opté pour un travail de proximité en fait. C'est une politique propre au studio Montparnasse parce que nous avions analysé un peu le contexte de notre pays sur ce domaine qui est un domaine quand même important pour les artistes que nous sommes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait par exemple? On va avoir des partenaires, on va avoir des établissements. C'est ce que nous avons fait. Mais je crois qu'il y a quand même une volonté manifeste de nos autorités à mettre en exergue au jour d'aujourd'hui une salle qui pourrait, tant mieux que mal, aider les artistes que nous sommes à faire. Et pour le cas de Montparnasse, si je dois revenir là-dessus, Montparnasse a eu une technique d'approche de proximité. C'est-à-dire qu'on a étudié le terrain, on s'est dit que bon, comme il n'y a pas en ce moment de salle appropriée pour vendre, par exemple, notre produit, qu'est-ce qu'on fait? On va s'asseoir comme ça et puis ne pas mettre en exergue notre produit. Donc, on va vers des établissements, par exemple, universitaires. Nous avons eu à faire des projections au CUS. Au CUS, il y a beaucoup d'amphithéâtres là-bas. Nous avons pu projeter nos films là-bas. Nous avons été dans beaucoup de centres universitaires du pays, de Libreville par exemple, pour vendre notre produit, même si ce n'est pas au détriment de ce que nous attendons de cette production qui n'est pas facile. Vous, comme moi, vous savez que le cinéma gabonais n'est pas subventionné au Gabon. Et Montparnasse, c'est une cinématographique privée qui fait son chemin depuis bientôt plus d'une vingtaine d'années. A une envie, un engouement assez particulier d'aller jusqu'au bout malgré les vents et marées. Et les difficultés. Lors du dernier conseil des ministres, le 20 janvier dernier, le statut de l'artiste a été adopté par le ministre de tutelle. Pour parler dans les plus amples détails de cette actualité, nous recevons sur ce plateau Modeste Mazagoy, journaliste culturel à TV+ Afrique. Modeste Mazagoy, bonsoir. Bonsoir, Jack. Alors, j'espère que vous vous portez bien.
Alors, pourquoi avoir mis autant de temps pour avoir ce texte de loi adopté par le gouvernement? Alors, il faut rappeler que les revendications de ce projet de loi par les acteurs culturels datent des années 80. Alors, nous avions pu observer plusieurs fois que le circuit, le projet de loi adopté, faisait l'objet d'adoption depuis dans plusieurs circuits, n'est-ce pas, qui le retiraient et le réintroduisaient. Un mouvement de va-et-vient, n'est-ce pas, qui montrait le manque de priorité du gouvernement sur ce projet de loi qui devait, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie et de travail des artistes. Alors, d'autant plus que nous avons observé sous les ministres Martial, Ruffin, Moussavou en 2015, j'en reviens, et Alain-Claude Bilebidza en 2017, ce projet de loi avait été adopté par l'Assemblée nationale sans jamais passer par le Sénat et sans jamais évoquer les réelles raisons, n'est-ce pas, qui ont bloqué le processus, n'est-ce pas, d'aboutissement de ce projet de loi. Voilà. Et c'est finalement, après la présentation de ce projet de loi par le ministre actuel de la Culture, Max Samuel Oboma Djongo, oui, j'en reviens, que le gouvernement a finalement adopté ce projet de loi le 20 janvier dernier. Qu'est-ce que ce texte de loi va changer dans la vie des artistes? Alors, les acteurs culturels également. Après investigation, n'est-ce pas, des acteurs culturels, on a pu déceler des éléments qui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir édifier sur ce projet de loi, qu'est-ce que ça pourrait apporter, n'est-ce pas, aux artistes. Alors, c'est un projet qui permettra d'assurer, n'est-ce pas, les conditions nécessaires sur le respect et à l'épanouissement de l'œuvre de l'artiste et les garanties économiques auxquelles l'artiste l'artiste a droit en tant que travailleur culturel de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, ces atouts-là. Et en plus de cela, elle permettra aussi d'accorder aux artistes une reconnaissance publique dans les milieux de leurs activités respectives. Et en plus, c'est un projet de loi qui va rassurer l'artiste de le prestige auquel il est en droit de pouvoir prétendre en toute légitimité. Alors, Modeste Mbazagoy, après l'adoption de ce texte de loi, quelles sont les prochaines étapes finalement? Alors, il faut dire, comme je le disais précédemment, que le projet de loi adopté lors du dernier Conseil des ministres n'est pas le premier du genre. Voilà, il n'est pas le premier du genre. Alors, bien que les acteurs culturels prennent cet acte-là comme un acte fort qui va, n'est-ce pas, marquer le processus d'adoption définitive de ce projet de loi-là. Alors, donc après adoption par le gouvernement, ce texte devra repartir au niveau du Sénat à l'Assemblée nationale d'abord pour son examen et finalement atterrir au niveau du Sénat pour son adoption définitive afin de permettre aux artistes de jouir pleinement de leur nouveau statut. Merci pour ces précisions, Modeste Mbazagoy, mais vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Nous allons tout de suite à l'étranger, notamment au Cameroun, où le journaliste camerounais Martinez Zogo, disparu dans des circonstances atroces, a été retrouvé mort à plusieurs kilomètres de chez lui. L'opposition et les organisations de défense de presse dénoncent un assassinat. Sidela Niman. C'est dans ce terrain, à 15 km au nord de Yaoundé, que le corps de Martinez Zogo a été retrouvé dimanche. Il était le directeur général de la radio privée Amplitude FM, basée à Yaoundé, et l'animateur vedette d'une émission quotidienne, Embouteillage, diffusée du lundi au vendredi et très écoutée dans la capitale camerounaise. On l'a trouvé encore couché. Donc on n'a pas déterminé, on ne savait pas que c'était le corps de Martinez, on ne savait pas. Nous on se demandait déjà même que l'équipe peut même faire ce problème, venir laisser quelqu'un comme ça, parce que le corps se décomposait déjà.
L'ONG Reporters sans frontières affirmait vendredi que M. Zogo avait été enlevé le 17 janvier aux alentours de 20h devant un commissariat de la périphérie de Yaoundé. Sa disparition avait ensuite été confirmée par le gouvernement dans un communiqué et une enquête a été ouverte. À l'antenne, ce journaliste engagé abordait régulièrement des affaires de corruption, n'hésitant pas à nommer des personnalités importantes. Il avait notamment été détenu préventivement 2 mois en 2020 dans une affaire où il était accusé de diffamation. Le comité de protection des journalistes avait alors réclamé sa libération et exhorté le gouvernement à dépénaliser cette infraction. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a dit dans un communiqué sa consternation, dénonçant un assassinat odieux et appelant les travailleurs des médias à se vêtir de noir le 25 janvier pour marquer leur deuil. Tes collègues te pleurent, ta famille tout entière te pleure. Maestro, regarde dans quelle tristesse tu nous laisses. Est-ce que cette façon dont tu pars nous saura encourager de continuer cette profession digne? Je ne pense pas. Sa dépouille a été acheminée dans la matinée à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Une foule importante y était réunie ainsi que de nombreux éléments des forces de l'ordre. Une autopsie devait être réalisée sur place. Dimanche, plusieurs chaînes de télévision camerounaises ont dédié leur programme à cet événement. Pour être complet sur cette triste actualité, nous avons joint notre correspondant sur place à Yaoundé au Cameroun, Joël Sidney Woodney, qui nous donne de plus amples informations sur ce sujet. La presse camerounaise est donc en deuil, même s'il est vrai que c'est un deuil qui pourrait mettre fin au silence du président de la République dans ces prochains jours du point de vue de certains observateurs. C'est un mort de trop, comme l'a d'ailleurs souligné la Corporation des journalistes camerounais regroupée au sein du SNJC, Syndicat national des journalistes du Cameroun. L'on a encore en mémoire l'assassinat de Samuel Ouazizi dans le nord-ouest du Cameroun, l'assassinat de Monseigneur Mbala, l'archivêque de Yaoundé, pour les mêmes causes relatives à la dénonciation, autant de meurtres sans résultat des enquêtes ouvertes. Les journalistes camerounais portent le deuil, mais c'est sans oublier la psychose qui s'est installée depuis l'annonce de l'assassinat de Martinez Zogo. La liberté d'expression existerait-elle encore au Cameroun? Le gouvernement peut-il garantir la sécurité des journalistes camerounais? Autant de questions qui restent jusqu'ici sans réponse au sein de la grande famille des journalistes camerounais. Depuis Yaoundé au Cameroun, Joël Sidney Woodney pour TV+ Afrique. Le président français Emmanuel Macron a demandé hier des clarifications au gouvernement burkinabé et des confirmations quant au départ de troupes françaises du pays. C'était lors d'une conférence de presse tenue à Paris, marquant les 60 ans d'amitié entre la France et l'Allemagne. Des précisions dans ce reportage de Leslie Nanaka. C'est hier à Paris, au cours d'une conférence de presse organisée à l'occasion du 60e anniversaire du traité de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, que le président français, Emmanuel Macron, s'est exprimé au sujet de l'annonce de l'agence d'information burkinabé exigeant le départ des troupes françaises du Burkina Faso dans un délai d'1 mois. D'après le président français, il serait judicieux d'attendre des clarifications de cette information par le président de la transition, Ibrahim Traoré, actuellement en déplacement. J'attends que le président de transition Traoré puisse s'exprimer, que j'ai compris que les messages qui étaient sortis à ce stade relevaient d'une grande confusion, celui-ci étant en déplacement hors de la capitale. Donc nous attendons des clarifications de la part de M. Traoré sur ce sujet. D'après l'agence d'information burkinabé, l'accord de 2018 qui régit la présence des 400 membres des forces spéciales de l'opération Sabre aurait été dénoncé par le gouvernement burkinabé. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, en septembre 2022, Ouagadougou, la capitale burkinabé, est le théâtre de plusieurs manifestations populaires contre la présence militaire française au Burkina. Nous, on ne veut plus les aider. On veut qu'ils rentrent. On en a marre d'eux. On veut qu'ils rentrent. Et nous jugeons que la France n'est pas le partenaire idéal pour nous accompagner à la victoire finale. Au regard de ces manifestations incessantes, il semblerait que les autorités burkinabées et les populations comptent sur d'autres partenariats au détriment de la France. Décidément, le sentiment anti-français prend de plus en plus de l'ampleur au pays des hommes intègres.
L'annonce est finalement tombée. Le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a confirmé que les autorités de Ouagadougou ont bel et bien demandé le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai des mois. Écoutons. Les forces françaises sont basées à Ouagadougou sur la demande bien sûr du Burkina Faso et de ses autorités. Et bien sûr, il revient aux autorités également, le cas échéant, de demander éventuellement leur départ, de dénoncer donc l'accord militaire qui permet donc à ces forces-là de stationner à Ouagadougou. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la reconquête de l'intégrité du territoire, et surtout pour la refondation. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'accord qui permet bien sûr aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Basketball, le bureau de la Ligue de la balle orange de la province de l'Estuaire a procédé au lancement de la nouvelle saison le week-end écoulé. Plusieurs équipes de toutes les catégories confondues prennent part à cette compétition. Jeremy Goma. Le samedi 21 janvier 2023 était au cœur d'une actualité sportive à Libreville. Il s'est agi du lancement des différentes compétitions de la Ligue de basketball de l'Estuaire dans la salle du gymnase du lycée national Léomba de Libreville. Jessica Boussamba, nouvellement réélue, a mis les bouchées doubles afin que cette grande fête du basketball au niveau de l'Estuaire voit le jour. Oui, nous démarrons effectivement la saison aujourd'hui, comme annoncé précédemment. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes à notre première rencontre opposant l'équipe des Gang Soldiers et Clash Time en U15 féminin. Bien que n'ayant pas encore perçu la subvention venant de la Fédération gabonaise de basketball, l'équipe de la Ligue estuairienne s'est organisée dans l'optique de mener leur projet en commençant par le championnat. Nous avons les U15, les U17, les U19 et les seniors. Donc Benjamin, minime, cadet, junior, senior. En femmes, nous avons deux catégories, notamment les U15 et les seniors dames. Avec une compétition de cette envergure qui engage une soixantaine d'équipes de toutes les catégories confondues, la partie communication était un point saillant du lancement de cet événement grandeur nature. Ce qui a été fait au niveau de la communication, c'est d'abord la base, c'est évidemment faire le tour de tous les médias. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont pu le voir. Nous avons fait le tour des médias classiques, télévision, radio et aussi des médias en ligne pour communiquer. En amont, il y avait d'abord eu des interviews, mais là on a fait le tour des plateaux de télévision, des plateaux de radio et des médias en ligne. Et évidemment, il y avait la communication sur nos différents réseaux sociaux et donc notre page Facebook, prioritairement où nous avons mis le programme, où nous avons annoncé les affiches qui allaient se tenir jusqu'à ce jour. Le site du lycée national Léomba va continuer d'abriter les rencontres de ce championnat qui va s'étendre sur plusieurs mois. Un mot de sport dans cette édition d'information. Coup d'envoi ce matin à Oyem, dans le nord du Gabon, de la 16e édition de la tropicale Amissa Bongo. 15 équipes prennent part à cette compétition, 10 représentants africains et 5 européens. Geoffrey Soupa a remporté la première étape du tournoi. Prochaine étape demain, Oyem Médic. Voilà qui met d'ailleurs un terme à cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Je retourne demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.